Bonjour les amis, moment exaltant sur notre petite chaîne, comme à l'accoutumée. Nous sommes dans les coulisses du festival du film de La Rochelle, festival La Rochelle Cinéma. Et regardez, la porte du paradis. Nous avons trouvé la porte du paradis. On pourrait croire que c'est à la porte de l'enfer, compte tenu de l'exiguïté des locaux et du caractère interdit des lieux dans lesquels nous sommes. Alors, j'ai besoin d'Éric Pasquier, parce que le festival côté pile, les salles, les réalisateurs, etc., c'est bien, mais le festival côté face, pour vous donner accès à tous les lieux qui font marcher la machine, mais auxquels vous n'avez pas accès, c'est mieux. Et alors, je cherche, parce qu'on a rendez-vous avec Éric. Ah, il est là. Éric, bonjour. Bonjour Denis, bienvenue. Oui. Alors bienvenue ici dans la cabine de projection de la coursive. La salle bleue est derrière nous, Verdière est juste là, vers la gauche, et la grande salle est à droite. Alors vous avez décidé qu'on consacre toute une séquence à ces gens. Ils sont 17 à faire tourner ce programme de fou, qui est un programme de plus de 200 films, 300 séances, sans ces 17 projectionnistes, beaucoup de dames d'ailleurs. Ça n'aurait pas lieu. Souvent, on parle en matière de cinéma de la légende des projectionnistes. Aujourd'hui, il faut peut-être être ingénieur, j'imagine, pour être projectionniste, quand on va voir ce que vous allez nous faire découvrir. L'envers du décor, les amis. Olé de la technologie. Mais il reste des bonnes bobines. Et en plus, on passe près de regarder La Belle et la Bête. On entre, on est dans l'antre. Alors, une cabine. Alors Denis, voilà, vous êtes dans la cabine de projection. Et l'avantage qu'on a ici dans cette cabine, c'est qu'on a les deux systèmes qui sont côte à côte. Et je vais commencer d'abord par ce côté-là, en fait. Parce que ici, c'est ce qu'on appelle les films en 35 mm, ce qui était la pellicule, ce qu'on a quasiment plus dans tous les cinémas, sauf dans ce festival où on a encore une dizaine, quinzaine de projections de films qui sont passés en 35. C'est les grosses bobines des cinémas de quartier d'antan, Cinéma Paradiso, etc. C'est un peu ça. Ça existe toujours, ça. Tout à fait, ça existe toujours parce que vous voyez, il existe encore des copies de films qui sont sous cette forme-là. Donc un film va arriver en 4-5 bobines de ce format-là. Et le travail du projectionniste, ça va être de passer toutes ces bobines et de les mettre sur une grande bobine comme ça. C'est ici. Et vous voyez, il y en a plusieurs qui sont déjà prêtes là-bas. Et puis après, et vous voyez ici, il y en a un, voilà, le film La Garce, qui est prêt à démarrer, ça va être la projection tout à l'heure. La projectionniste ou le projectionniste va arriver et il va mettre tout ça dans le système et ça va démarrer à ce moment-là. Voilà. Alors avant, ça faisait corps. La bobine faisait corps avec le projecteur. Là, je vois qu'elle est sur un espèce de pylône spécifique parce que le projecteur, c'est encore autre chose. C'est derrière vous, le projecteur. Je ne sais pas si on a vu. Alors, ici, donc, vous avez bien ce qu'on appelle le projecteur 35 mm. Ça, c'est spécifique à la bobine et tout ça. Donc ça, c'est vraiment les anciens styles de projecteurs. Hein. Là, et on voit la salle dans le fond. Là. Ouais. Les amis, regardez dans le fond, et ben vous avez la salle, la projection se fait là-bas. Alors cette machine. Alors la machine que nous avons côté, c'est ce qu'on voit maintenant beaucoup plus fréquemment maintenant dans tous les cinémas. Ici, c'est le projecteur numérique en fait. Donc maintenant, le cinéma, ça se passe quasiment par fichier numérique. Donc soit on les reçoit directement sur un ordinateur, on voit ici voilà, comme un ordinateur à la maison, on les reçoit directement. Soit on... Comme si on recevait sur une clé USB. Alors, soit on le reçoit directement sur un serveur qui est dans le projecteur. Hein, voilà. Un serveur extérieur. Après, on ingeste dans le projecteur. Chaque projecteur a son propre serveur, en fait. Et on peut aussi les recevoir sur des disques durs, des grosses clés USB. Et là, on les ingeste directement dans le projecteur numérique, en fait. Celui-ci, il est très très électronique. J'en vois un autre à côté. On voit encore là qu'il y a des, comment dirais-je, des objectifs comme pour les appareils photo, là, c'est avec leur réglage, le gros, le petit. Eh bien, c'est l'ancien système, en fait, voilà. Ça et là, encore, ça marche encore, ça ben, tout à fait. Ah non, ça, il fonctionne encore, celui-là. Et en fait, on choisit en fait la focale selon le format du film, en fait. Alors que maintenant, ici, il y a une seule, sur le numérique, il n'y a qu'une seule focale, et c'est lui qui s'adapte, voilà. Là, on est vraiment... Alors, il faut savoir que ce projecteur-là, qui est conservé à la coursive, ne sert quasiment uniquement que pour le fait main maintenant, en fait. Ouais. Bon, alors je vous propose qu'après avoir vu cette première cabine, on aille en voir une autre qui est directement en préparation. Il va y avoir une projection tout à l'heure. C'est votre copain Lucas, il s'appelle? Tout à fait, on va aller voir Lucas qui est dans la régie de la salle Verdière. Et puis vous allez voir comment on peut transformer une régie en une cabine de projection. Voilà. Bon, et les amis, pendant ce temps-là, nous, comme c'est un dédale, on ne vous emmène pas dans le détail, on se retrouve de l'autre côté. Fiez-vous à notre petit pouce. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, transport. Et hop, eh ben je vous l'avais dit, un petit saut à travers le dédale et nous y voilà. Alors on est dans une salle qui paraît bien technologique, Eric, et des choses se préparent pour un cinéma un peu particulier, très apaisant, quasi thérapeutique. Où sommes-nous et qui est Lucas?
Eh ben, nous sommes dans la régie de la salle Verdière, le théâtre Verdière, que déjà pas mal de Rochelais sans doute connaissent pour les spectacles. Et c'est vrai que pendant le FEMA, il est utilisé pour beaucoup de séances de cinéma particulières. Et là, par exemple, on a derrière nous la répétition d'un ciné-spectacle qui aura lieu cet après-midi. Et donc, je vous présente Lucas, qui fait partie des projectionnistes. Bonjour Lucas. Bonjour. Donc, enchanté. Donc du coup, on a appris ici qu'il y avait une équipe à peu près de 17 projectionnistes. Et est-ce que tu peux nous dire un mot un peu plus spécifique par rapport à ce qui se prépare dans cette salle Verdière en fait? Alors, effectivement, on n'est pas une salle qui tourne en cinéma à l'année. Donc on installe du matériel juste avant le festival, du matériel cinéma. Par contre, on est dans une scène nationale, donc on a la chance d'avoir du matériel haut de gamme au niveau son et lumière. Et on a besoin de la présence des techniciens de la coursive qui travaillent ici à l'année pour utiliser toutes ces machines et faire des projections à la hauteur du festival. Alors sur le festival, le projectionniste, ça représente quoi quelle est la journée d'un projectionniste par exemple sur le festival? Donc on arrive, on allume toutes les machines. Il y a beaucoup de machines à allumer, donc déjà voir si tout fonctionne bien. On fait les tests de nos films. Généralement, on essaie d'avoir une journée d'avance, mais on reteste au cas où, on vérifie si on a bien tous les contenus de la journée. Parce que ça peut aller très vite, une suppression avec le numérique, un petit fichier peut disparaître très vite. Donc voilà, il y a beaucoup de vérifications au début, autant au niveau numérique qu'au niveau de la salle, voir si on arrive à mettre bien au noir, si le son sort bien. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben, on prépare notre séance classique. Eric, alors, dans vos métiers, il y a toujours le risque que la séance s'arrête. Ça, c'est dramatique. Alors à l'époque, ça s'arrêtait parce que ça coupait, les bandes coupaient. On a vu dans la salle tout à l'heure ce que c'est que ces grandes bobines, etc. Et ben là, on voit pas de bobines. Qu'est-ce qui peut vous arriver de pire? À part une panne de courant EDF. Alors ça, c'est le pire qui puisse arriver. Après, comme tout est informatisé, que c'est des grosses machines, eh ben ça peut être... on ne sait pas pourquoi, dans ce qu'on appelle une automation, c'est-à-dire les allumages de lampes, le changement de format de son. On travaille différemment chaque projectionniste, mais soit on programme tout, soit on le fait à la main. Lucas, c'est toujours des grosses ampoules comme dans le temps. Vous voyez, elles étaient monstrueuses ces ampoules. Puis quand elles pétaient, ça lâchait des gaz, là, etc. C'est toujours ça ou non? On est passé à une nouvelle ère. On est en train de passer une nouvelle ère. C'est encore des lampes xénon, ce qu'on appelle le gaz xénon, mais le laser se démocratise de plus en plus et on va arriver à des projecteurs laser un peu partout parce qu'économiquement, c'est beaucoup plus rentable. Donc, Oui, par exemple, moi je travaille dans un cinéma. J'ai la chance de travailler dans un cinéma. On a 2 projecteurs et donc on en a un au xénon et un au laser en fait. Voilà. Donc on voit l'évolution qui se fait. Et je reviens sur ce que disait Lucas tout à l'heure. Il parlait de la préparation. Il faut savoir que voilà, le film, on le lance pas comme ça en direct. On n'appuie pas sur un bouton tout simplement et puis le film démarre. En fait, il y a tout un travail de préparation. Lucas parlait d'automation, c'est-à-dire qu'on peut entièrement programmer une séance complète de l'allumage des lampes, le format qui se met en place tout seul, le niveau de son qui se met en place, la forme du son, et tout se met en place tout seul. Et après, il y a la playlist qui se déroule. Donc on peut mettre ce que vous voyez en entrée, un carton qui s'affiche où il y a juste un mot, et puis après une bande-annonce qui se lance, une pub si on a de la pub, le film qui se lance, et après toute la fin de séance aussi, les lumières qui se rallument automatiquement. Tout ça se prépare en amont. C'est ce qu'on appelle les playlists en fait. Tout est automatisé en fait. Alors on peut le faire de façon automatisée, et comme disait Lucas, il y a encore des projectionnistes qui préfèrent avoir la main mise et puis être présent dans la cabine et tout envoyer au bon moment. Parce que la mort du métier, le pire qui peut vous arriver, c'est plus rien avoir à faire. On le voit, il y a des cinémas, les cinémas où il y a 20 salles, 30 salles, il y a un gars et tout est lancé automatiquement. C'est dramatique. C'est de programmer donc une journée, généralement c'est le mercredi matin, puisqu'en France les films sortent le mercredi, donc on reçoit le mardi soir encore les bandes annonces, les derniers films, et quand on est dans un multiplex, on prépare la programmation le mercredi matin et on a juste à être vigilant pendant tout le reste de la semaine pour voir si tout va bien. Mais oui, effectivement. Est-ce qu'on peut dire aussi un petit mot sur la séance qui se prépare? Parce qu'en fait, c'est une séance d'un format particulier, c'est une séance ciné-relax. Est-ce qu'on peut dire 2 mots? Parce que c'est important, ça. C'est en train de se développer, ça. Alors, Ciné-Relax, c'est un dispositif créé par l'association qui s'appelait avant Cinéma Différence, qui vient de changer de nom l'année dernière, Ciné-Relax. Et c'est des séances adaptées pour les personnes à handicap, plus ciblées sur des enfants.
enfants, adolescents ou jeunes adultes. Et donc c'est des séances particulières dans le sens où la lumière n'est jamais éteinte entièrement et le son est baissé. Parce que c'est des personnes qui peuvent interagir avec le film. Donc c'est une séance très vivante. Ils peuvent communiquer entre eux facilement. S'ils sont choqués, il y a un accompagnement, donc des bénévoles de cette association qui sont là en permanence avec des chasubles pour qu'on les identifie bien. Et ils accompagnent ces différents enfants si jamais ils ont peur à un moment qu'ils doivent sortir de la salle, ce genre de choses. Mais ça reste des séances ouvertes au public pour justement essayer d'intégrer au maximum tous ces gens et montrer que on peut faire une séance de cinéma un peu particulière en ayant un handicap, mais à côté d'une personne qui n'en a pas forcément, et tout se passe très bien généralement. Et voilà, c'est assez chouette leur dispositif. Merci beaucoup, Lucas, pour toute cette visite. Eric, vous êtes du métier, là. Moi, il y a une question que je me posais quand Arnaud, le président, le responsable du festival, disait il va y avoir 300 séances avec plus de 200 films. C'est pas le tout décidé de la programmation. Il faut vraisemblablement une petite main pour aller les chercher, parce qu'alors après, il faut les trouver, les 200, les plus de 200 films. Le projectionniste s'y projette, mais alors en amont, il y a celui qui va fournir les bobines. Comment qu'on fait? C'est facile? Tout ça a été très, très cadré ou non? C'est une sacrée... C'est sûr que c'est cadré. En fait, c'est un travail qui se fait en amont. Je crois qu'il y a au moins 3 ou 4 mois de préparation pour un festival comme celui-ci. Parce qu'effectivement, vu le nombre de films qu'il y a, et puis surtout les différents films qu'il y a. On peut avoir des films en 35 mm, l'ancien format sous pellicule, mais aussi on peut avoir des films tout récents, qui sont même pas encore sortis en salle, puisqu'il y a des avant-premières. Et puis aussi, il y a des vieux films qu'on est obligé d'aller chercher, années 50, 60, 70, jusqu'aux années 30. Et c'est vrai que c'est le travail de toute une régie qui fait ça pendant 3 mois et qui va après aller voir toutes les sociétés de distribution, les producteurs, pour savoir si les films sont encore distribués, si les copies existent et tout ça. C'est tout ce travail de recherche. Je pense que Lucas, tu connais déjà un petit peu ça. Tu l'as vu, ça faire? Oui, beaucoup. Alors, ça part des directrices artistiques, donc en l'occurrence Sophie Mirouz et Sylvie Prat, qui d'abord doivent trouver les ayants droit. Et quand on est un festival comme La Rochelle, où c'est un festival international, où on fait du film de patrimoine, ça peut être très compliqué de trouver l'ayant droit ukrainien, qui en plus, il peut y avoir plein d'ayants droit pour la filmographie d'un réalisateur. Donc on ne peut pas se dire, allez, ça y est, je l'ai trouvé, j'aurai droit à avoir toute sa filmographie. Non, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Donc il y a d'abord effectivement ce travail-là, qui est un travail là sur l'année. Et après, comme disait Eric, la régie prend le relais pour aller chercher les copies des films qui sont un peu partout, souvent à Paris, en France, où on les fait venir dans une société près de Roissy-Charles de Gaulle. Et voilà, tout le jeu est là. Très bien, merci beaucoup Lucas de nous avoir donné un peu de ton temps. On te laisse continuer cette répétition et puis on vous retrouve bientôt. Voilà, on était ravis de vous faire découvrir les coulisses du FEMA. Voilà. Merci Eric, en tout cas, de nous avoir donné accès à ce labyrinthe, là, parce que alors c'est vraiment un labyrinthe, puis je peux vous dire que tout le monde n'y a pas accès. Grâce à vous. D'autres secrets d'ici la fin de la semaine. À bientôt.